Bonsoir. De temps en temps, il nous arrive dans cette émission de donner la parole à d'autres acteurs qui ne sont pas politiciens, mais qui sont acteurs de la société civile et qui ont leur regard à porter sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Une actualité qu'il faut le relever ces derniers temps est assez terne, assez morose. Rien ne semble bouger depuis la dernière élection présidentielle. Néanmoins, c'est nous qui créons l'actualité. Dans un œil sur l'actualité, je reçois pour évoquer les grands sujets sociopolitiques de cette semaine André Kani Afanou, qui est directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, et Paul Amegakpo, qui est le directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Niaoui. Merci d'être mon invité. Je l'ai évoqué, André Afanou, d'entrée de jeu, que l'actualité semble assez terne, assez morose. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Non, je ne suis pas certain qu'on puisse dire que l'actualité est assez morose, puisque par définition, l'actualité, c'est ce qui se passe. Maintenant, si vous cherchez des éléments d'actualité sur un front, et qu'il n'y a pas des événements sur ce front, ça ne veut pas dire qu'en réalité, sur d'autres fronts, il n'y a pas des éléments d'actualité. De toute façon, même quand il n'y a pas un événement, c'est un événement. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque nous voulons faire des commentaires, nous pouvons essayer de voir pourquoi est-ce que justement, depuis que le gouvernement a été formé, il n'y a eu que 2 conseils des ministres. Nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que, alors qu'on a annoncé par exemple qu'une route devait être faite, Fogan, je crois, Lomé, cette route n'est plus faite et que la priorité est donnée à tout ce qui est tronçon de l'aéroport. Nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que il y avait des routes qui sont annoncées à certains niveaux et d'autres. Donc je pense que non, c'est quand même étonnant, c'est vrai, qu'au niveau politique, après l'élection présidentielle, on s'attendait à ce que, surtout de mon point de vue, par rapport à ce qu'ils ont annoncé, surtout l'opposition, effectivement, déploie un certain nombre de stratégies pour qu'en face, on voie la réaction du parti au pouvoir. Vous savez, au lendemain de la présidentielle de 2010, Jean-Pierre Fabre, qui avait revendiqué la victoire en même temps que le président Faure Gnassingbé était proclamé gagnant, avait donc organisé un certain nombre d'activités. Et c'est ça qui a fait que, effectivement, la vie politique a été animée, les médias avaient de la matière. Nous-mêmes, au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, on avait ce qu'on appelle du monitoring à faire. Ce n'est pas le cas ces temps-ci. Il faut simplement le constater et espérer que malgré tout, nos concitoyens continuent de bien se porter. Que les hommes politiques continuent de bien se porter, que chacun, dans la mesure du possible, joue sa partition. Alors, Paul Amegakpo, même question, mais pour vous, elle est spéciale parce que le pasteur Edo Komi a envoyé il y a quelques jours sur les réseaux WhatsApp une question concernant la CNC. Qu'est-ce qu'elle devient? Pourquoi après le processus électoral, on ne vous entend plus? Oui, je crois que ça introduit bien votre question parce que le contexte se prête à 2 cas de figure. Le premier cas concerne l'acteur qui a remporté les élections officiellement, donc le camp UNIR, et également les autres acteurs d'un côté. Et donc, lorsque nous prenons ce contexte, on a comme l'impression que pour le camp qui a gagné les élections, il était question alors de se mettre au travail et de faire en sorte que certaines promesses et engagements politiques pris lors de la campagne électorale ou contenus dans le projet de société soient rapidement mis en œuvre afin que le nouveau mandat apporte du renouveau dans le quotidien des Togolais. Et donc à ce rendez-vous, nous avons comme l'impression que les choses stagnent un peu. Il y a une sorte de léthargie parce que il venait de l'évoquer, nous n'avons assisté qu'à 2 conseils de ministres. Et au-delà du conseil de ministres, on a comme l'impression que au niveau des différents départements ministériels, on n'essaye que de gérer les affaires courantes, sinon c'est plutôt la conférence internationale, sinon de l'Union africaine sur la sécurité maritime qui embrigade toute l'actualité, toute l'énergie et toute l'attention au niveau du gouvernement. Par contre, au niveau des autres acteurs, il me semble-t-il que c'est le moment pour un bilan, sinon une évaluation.
Lorsque nous prenons les autres acteurs politiques, surtout de l'opposition, il est question justement de faire un bilan, d'évaluer le parcours afin de redéfinir naturellement une nouvelle manière d'aborder l'actualité politique, d'aborder les questions politiques et pourquoi pas essayer de faire en sorte que les questions qui étaient en suspens, notamment concernant les réformes, notamment concernant les dysfonctionnements et irrégularités touchant au cycle électoral, soient abordées pour qu'il y ait une amélioration. Et la société civile, justement, fait partie de ce groupe d'acteurs. Il est important de souligner ici qu'au lendemain des élections, il était question d'établir un rapport qui soit fiable. Et j'avoue qu'au-delà de la conférence de presse qui a présenté l'économie de ce que la société civile a pu observer à travers la concertation nationale de la société civile, il était question d'aller au-delà pour asseoir un document qui a l'air assez factuel pour permettre aux autres acteurs de pouvoir lire à travers ce rapport le constat, sinon les principales constatations de la société civile. C'est ce qui vient d'être fait et je crois que la plupart des acteurs cette semaine qui vient d'être achevé ont pu accéder au rapport de la concertation. Et donc c'est à partir de ce rapport-là maintenant que le débat doit être ouvert. Pour nous, les élections font appel à plusieurs acteurs. Ce n'est pas seulement les acteurs politiques, y compris même les citoyens et d'autres institutions de la République, et même les partenaires, c'est-à-dire la communauté internationale. Et donc, il est question, à travers cette évaluation, de voir quel type d'activité mener. Est-ce que ça doit être les activités de sensibilisation et d'information à l'endroit de ceux qui, pour l'instant, ne comprennent pas encore totalement la manière dont le processus s'est déroulé? Est-ce que ce sont des actions de plaidoyer pour faire en sorte que les décisions nouvelles que le gouvernement doit prendre pour améliorer le processus électoral ou le cadre juridique, le cadre institutionnel lié aux élections, que cette décision soit prise dans un meilleur délai? Et également au niveau des acteurs politiques, de voir quels sont les enseignements qui sont tirés et qui doivent être pris en compte pour que l'animation de la vie politique en général et surtout l'orientation vers des élections beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus crédibles, soit prise dès maintenant. Et donc, voilà, c'est dans ce contexte-là que nous sommes. Et donc, pour nous, il y a d'un côté l'action qui est exigée de l'exécutif qui est élu et également le bilan, l'évaluation. En parlant de l'action qui est exigée de l'exécutif, vous avez tous les deux relevé que depuis la dernière présidentielle, il n'y a eu que 2 conseils des ministres. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce 3e mandat ressemble un peu à la présidence de Paul Biya, par exemple, où il n'y a pratiquement pas de conseil des ministres? Alors moi, je voudrais dire que pour qui suit un peu l'évolution de la situation dans notre pays, quand on prend, au temps du président Yadema, au Conseil des ministres, on nous montrait les images du Conseil des ministres et on sent un peu le chef de l'État, les autres ministres en train de discuter. Et après, naturellement, je suppose, les journalistes sortent et ils discutent des questions sérieuses. De plus en plus dans notre pays, on a commencé par nous présenter seulement les communiqués du Conseil des ministres. À un moment donné, même, il n'y avait même pas de communiqué. Alors, moi, ce que j'espère, c'est que le déclic qu'on devait avoir avec l'accord politique global, le déclic qu'on devait avoir avec l'accord RPT-UFC, le déclic qu'on devait avoir avec la commission Vérité et Réconciliation, ces déclics n'ont pas eu lieu. C'est-à-dire qu'au fond, actuellement dans notre pays, on a comme l'impression que les mécanismes, vous savez, quand dans un système démocratique, quelqu'un est élu, comme c'est le cas aujourd'hui du président Faure Gnassingbé, parce qu'on n'en a pas la preuve contraire. Il y a ce qu'on appelle la redevabilité. Ça veut dire qu'il a des comptes à nous rendre. Il a des comptes. Il est simplement élu pour gérer la res publica, la chose publique, en notre nom. Et donc, les moyens dans un État moderne, à travers lesquels il rend compte au peuple, c'est entre autres à travers les communiqués de presse, à travers les interventions de ces ministres sur les médias, à travers ses propres interventions sur les médias, c'est aussi à travers les communiqués en Conseil des ministres. Moi, j'ai suivi sur la télévision ivoirienne, mais on vous présente même des images de 2 ou 3 débats en Conseil des ministres. Et donc, ça veut dire que ce qui pose problème actuellement dans notre pays, c'est là où c'est un peu grave,
c'est qu'on a comme l'impression que on aura peut-être le temps d'en parler. L'opposition politique ayant été affaiblie pendant des années. La presse ayant été affaiblie aussi à certains niveaux. La société civile elle-même ayant été un peu affaiblie aussi. Le pouvoir a comme l'impression qu'il a un boulevard devant lui. Et du coup, il n'a pas de compte à on fait un conseil des ministres. On ne fait pas de conseil des ministres. La presse dénonce quelque chose. La presse ne dénonce rien. L'actualité cette semaine a été marquée par un président au Guatemala qui simplement parce qu'il a été accusé de corruption, ce président a dû démissionner. Et ce président s'est retrouvé en prison. Vous savez ce que ça donne comme image? Ça montre que dans ce pays-là, les gens sont sérieux avec eux-mêmes. Les gens sont sérieux avec leurs concitoyens. Mais un pays où justement, il y a même le risque d'être comparé au Cameroun de Paul Biya et à d'autres pays, ça veut dire que nous sommes en train de glisser vers quelque chose qui n'est pas bon. En définitive, moi j'en appelle, et c'est ce que nous pouvons faire simplement en tant qu'acteurs de la société civile. J'en appelle à ce que ceux qui ont les rênes de la gouvernance dans notre pays aujourd'hui, ceux qui ont le volant et ceux qui sont en train de nous gouverner, ne se disent pas « j'ai un boulevard, je peux faire tout ce que je veux ». Parce que même lorsque vous conduisez votre véhicule et que vous êtes sur un boulevard seul et que vous allez à une vitesse qui n'est pas contrôlable, un pneu peut vous lâcher. Et alors, le véhicule va faire un tonneau. Donc moi j'estime que le chef de l'État, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est le chef de l'État, il a des responsabilités à prendre. Il y a peut-être des gens autour de lui, je n'en sais pas grand-chose, qui lui disent, mais écoute, tout va bien, il n'y a aucune opposition en face, il n'y a aucune contrainte en face, pourquoi tu veux leur rendre compte? Le chef d'État doit comprendre que le mécanisme est tel que, pour qu'il soit opérationnel, et pour que la paix soit une paix durable, il faut rendre compte au peuple. Il faut favoriser les débats contradictoires. Il faut favoriser les espaces où l'action gouvernementale est critiquée. S'ils ne font pas ça, moi je pense que nous allons au-devant d'un mécanisme où l'impunité sera érigée en règle. Il y a des pays où vous ne pouvez pas rester au même poste pendant plusieurs années. Or, tout le monde sait, par exemple, parlant des cumuls de postes, que je ne vais pas les nommer, ils sont connus, le colonel Adénian et certains ministres cumulent des postes. Tout le monde sait que lorsqu'on a failli faire former le nouveau gouvernement, 90% des analystes se disaient que le ministre Ayassor, par exemple, pour avoir fait 8 ans aux finances, risquait d'être trop enraciné. Et lorsque vous tenez seul l'argent pendant trop d'années, les risques que vous-même, vous croyez super puissants sont nombreux. Les gens ont parlé, mais le ministre Ayassor, non seulement il a été maintenu, mais il a été renforcé. Les exemples, je peux les multiplier. Et donc, quand on est dans un pays comme ça, moi je me dis, en termes d'indicateurs de bonne gouvernance, il y a peut-être un souci à se faire. Alors, mais lorsque vous prenez, Paul Amégapo, quand vous écoutez André Afanou parler, quand vous prenez, quand vous savez que durant la campagne, Faure Gnassingbé a fait quand même campagne sur le slogan du mandat social, est-ce qu'on peut faire un mandat social sans communiquer? Le mandat social, à mon avis, doit être défini, peut-être pour être mieux compris. Je crois que ce n'est pas seulement le Provonat, ce n'est pas seulement le programme de finances inclusives qui rend un mandat social. Nous savons très bien que les problèmes sociaux dans notre pays sont profonds. La crise de l'emploi, la crise d'abord de formation, c'est-à-dire l'adéquation entre la formation et l'emploi. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'inscrivent dans les écoles sans savoir en réalité quelle doit être la finalité. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, le monde du travail, que ce soit le secteur agricole, qui emploie d'énormes quantités de ressources humaines, on a comme l'impression que ce secteur est abandonné à lui-même, malgré, nonobstant, d'innombrables programmes qui sont développés dans le secteur. Quand tu descends un peu à l'intérieur, tu as réellement comme l'impression qu'il n'y a pas un schéma clair pour démontrer que le monde agricole aujourd'hui est pourvoyeur d'emplois et que dans ce secteur, il pourrait avoir d'emplois durables. Lorsque vous prenez le secteur de la fonction publique lui-même, il est vrai que
le front syndical semble être calmé pour l'instant, mais les problèmes demeurent intacts. Parce que ce n'est pas qu'il y a eu de solution, mais certainement, il y a eu un report du traitement, sinon de la gestion de ces sujets. Et donc pour nous, placer ce mandat sous un mandat social demande, comme nous l'avions dit déjà dans d'autres émissions, que dès la prise de fonction du chef de l'État et la formation du gouvernement, un agenda précis doit être mis en place pour définir dans chaque secteur, emploi des jeunes, agriculture, fonction publique, secteur privé, et j'en passe, quelles doivent être les grandes innovations. Nous savons très bien qu'en toile de fond, au-delà de la finance inclusive, qui n'accorde que vraiment des ressources qui ne permettent pas de créer une entreprise, de créer un emploi durable auprès de ces démunis qui sont appuyés, il est question de renforcer le secteur bancaire togolais pour qu'il puisse être à même d'appuyer l'entrepreneuriat, surtout des jeunes, dans tous les secteurs. Et ce ne sont pas des prêts de 1 million, de 2 millions, mais une capacité de pouvoir appuyer les projets d'entreprise qui peuvent être estimés à des centaines de millions. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Et donc, qu'est-ce que le nouveau quinquennat augure en réalité lorsqu'on voudrait lui donner un contenu en termes de quinquennat social? Moi, je ne le trouve pas jusqu'à présent. Soit peut-être ce sont des faits d'annonce et que le programme est en train d'être installé, qui n'est pas encore porté à la connaissance. Et nous sommes déjà suffisamment en retard. Parce qu'un quinquennat, nous sommes déjà en train de rentrer dans le second trimestre de ce mandat. Ça veut dire que bientôt terminera le second semestre et donc un an passe et après 3 ans, on attend l'autre échéance électorale. Et donc, à notre avis, il y a quand même de soucis. Il y a quand même beaucoup d'interrogations actuellement parce que le front social, comment est-ce que le mandat social peut se réaliser si la grande problématique de la décentralisation au Togo n'est pas posée? Comment est-ce qu'on peut réussir un mandat social s'il n'y a pas une économie locale viable? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les structures, les infrastructures de base pour une économie locale ne sont pas bien gouvernées, ne sont pas correctement gérées, parce que tout simplement, tous les marchés, les grands marchés des différentes villes doivent être gérés par les collectivités territoriales, doivent être gérés par les municipalités. Et nous savons très bien aujourd'hui qu'il n'y a plus une capacité humaine au niveau d'aucune collectivité locale à même de pouvoir rêver, à même de pouvoir développer des programmes, de les vendre et faire en sorte que au niveau local, que l'entrepreneuriat naisse, que les marchés soient bouillants, qu'on puisse l'encadrer, que la finance locale régénère, afin qu'on puisse disposer de ressources. Et alors, de manière structurelle, nous avons d'inquiétudes fondées que si ce mandat devrait être un mandat social, on commence déjà par l'aborder de la plus mauvaise manière. André, si tu permets, moi, les fois où j'ai eu l'occasion effectivement de donner mon avis, qui n'est que mon humble avis sur cette question de mandat social, et je veux être parmi ceux qui diront que je n'y crois pas. Et là, je suis clair. Au mandat social? Oui, je n'y crois pas, simplement parce que je pense que c'est de la distraction. Excusez-moi de parler ainsi. La question, c'est de savoir, aujourd'hui, en 2015, le Togo, au niveau interne, les défis que nous avons, sous quels axes devons-nous orienter les politiques publiques, les décisions de la classe politique, les décisions des institutions, les ressources que nous avons, pour être certain qu'au final, le bien-être de nos citoyens est assuré. À l'international, par rapport au rayonnement que le Togo est censé avoir dans la sous-région ouest africaine, en Afrique et dans le monde, quelles sont les grandes orientations que l'action publique doit prendre? Il me semble que si on nous parle du social, c'est de la distraction. C'est pour que nous ne soyons pas vigilants sur l'essentiel qui doit être fait. Et quand j'explique ça, je donne l'analogie de quelqu'un qui a une inondation dans sa maison. Lorsque votre maison est inondée et que le salon a de l'eau, la chambre à coucher a de l'eau, presque toutes les pièces ont de l'eau,
et que quelqu'un vient vous voir, qu'il vous promet de vous acheter un nouveau matelas pour cette maison, la personne vous distrait. Lorsque la personne vient vous voir, il vous promet de vous acheter un téléviseur, écran plat, plasma, un ordinateur, des téléphones tactiles, cette personne vous distrait. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que les problèmes réels sont ailleurs. Les problèmes réels actuels du Togo, c'est des problèmes profonds au niveau politique. Les Togolais, au niveau de la classe politique, ne se font plus confiance. De sorte que... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ils ne se sont jamais fait confiance. C'est ça qu'il faut s'atteler à résoudre. Ce n'est pas fini, Samuel. Les problèmes au niveau de la classe politique ne se font plus confiance. De sorte qu'il a fallu que le Premier ministre Agbeome Kodjo aille à l'exposition universelle de Milan pour qu'on décrète qu'il a été acheté. Je ne sais pas s'il a été acheté ou pas. Mais cet indicateur-là ne montre pas qu'il a été acheté. Il suffit qu'on vous voit sortir de la maison du Premier ministre Classou si vous êtes opposant ou même société civile pour qu'on décrète que vous êtes acheté. À l'inverse, il suffit que quelqu'un d'UNIR se promène autour du quartier de Jean-Pierre Fabre pour qu'on le convoque à une réunion. Ça, c'est grave dans un État. Premier élément. Deuxième élément, vous savez, nous sommes censés, depuis 1990, être rentrés dans ce qu'on appelle un État de droit. Un État de droit, par définition, c'est qu'il y a des règles. Qu'on les aime ou pas, c'est les règles. Le latin dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Ces règles-là, chacun doit s'y soumettre. Et lorsque, à un moment donné, quelqu'un a un problème avec l'application de la règle, il y a des institutions, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, qui sont censés fonctionner de manière indépendante pour rendre la justice. Je suivais, pas plus tard qu'hier, un de vos confrères, Credo Tété, qui parlait plutôt en tant que porte-parole, des riverains de quartier Super Taco et d'autres. Il était très énervé. Et il disait, mais on est en train de nous exproprier, on ne veut pas nous indemniser, le Togo appartient à nous tous. Je sais que sur d'autres fronts, par exemple, M. Credo Tété, qui est un ami à moi, fait partie de ceux qui pensent que l'action gouvernementale se déroule bien. Qu'est-ce que je veux démontrer par là? Si on était dans un État normal, ils vont saisir les juridictions administratives et le juge, en toute indépendance, prononcera des décisions qui vont s'appliquer. Or, au Togo, actuellement, il n'y a pas une seule institution vers laquelle tout le monde peut aller en toute confiance. La justice, tout le monde sait qu'elle n'est pas indépendante. La Cour constitutionnelle, je ne vous en parle pas. La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, elle n'est pas vraiment indépendante. La médiature de la République, Mme Awanana qui vient d'être nommée, n'a pas forcément les moyens de sa politique. Du coup, les règles même qui régissent notre vie ne sont pas consensuelles. Et donc, le vrai problème auquel le président Faure Gnassingbé aurait dû s'attaquer au lendemain de son élection, c'est de trouver un consensus politique qui nous amène à avoir un calendrier clair pour que nous ayons de vraies institutions. Tant qu'on ne fait pas ça, les micro-mesures qui sont censées, effectivement, mon collègue Paul Amégaco les a bien citées, qui sont censées permettre aux jeunes d'avoir 30 000 francs, d'avoir tel, ce n'est pas mauvais. Mais ce dont les gens ont besoin, vous savez, lorsqu'il y a un problème dans une nation, il y a deux catégories de solutions. Il y a ce qu'on appelle les solutions conjoncturelles, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit un peu de façon visible. Par contre, il y a des solutions structurelles qui passent par des réformes profondes. Et je peux vous dire, pour avoir assisté un peu à des travaux dans le cadre du Millennium Challenge Accounts, auquel le Togo veut participer, dont le Togo veut bénéficier, que des réformes sont faites sur le plan économique, on les salue. Des réformes sont faites sur d'autres plans. Mais sur le plan politique, ces réformes sont plus importantes que d'autres parce qu'elles déterminent tout. Pourquoi on ne fait pas ces réformes-là? Pourquoi on n'annonce pas un calendrier pour ces réformes? Le chef de l'État nous a annoncé qu'on mettrait en place une commission pour visiter notre constitution. Jusqu'au moment où je vous parle, les Togolais attendent. Donc s'il vous plaît, moi je voudrais saisir l'occasion que j'ai à travers LC pour parler à nos compatriotes. Pour leur dire, chaque fois que quelqu'un veut vous acheter télé, écran plat, dites-lui s'il vous plaît, aide-moi d'abord à balayer l'eau qui est dans ma maison. Si tu m'aides à balayer l'eau, mon papa travaille, mon papa lui-même achètera la télé. Mon papa lui-même achètera le matelas. Aide-moi s'il vous plaît à mettre des rigoles. Pour que la prochaine fois qu'il va pleuvoir,
qu'il n'y ait plus d'eau qui rentre dans notre maison. C'est de ça que les Togolais ont besoin. Ce n'est pas d'un mandat social, je suis désolé. Alors, ça m'amène, Paul Amegapo, à en venir, hein, parce que quand on regarde les autres États où c'est assez vivace, où il y a du mouvement, c'est la société civile qui joue quand même un rôle important. Aujourd'hui, si nous citons par exemple le cas du président Otto Pérez qui a dû démissionner, qui est actuellement en prison, la société civile a dû être forcément au front. La société civile togolaise, hein, les critiques qui vous sont adressées, c'est que il n'y a pas si longtemps, je recevais Maître Zoé Sajavon ici qui dit qu'on a deux types de société civile au Togo. Il y a les ONG, les organisations non gouvernementales et les organisations gouvernementales. Finalement, au Togo, vous placez où? En tout cas, de toutes les manières, la société civile, comme elle est définie, est la sphère qui s'occupe au mieux des questions des citoyens dans une logique de défense de l'intérêt général, sans coquinage ou copinage avec le secteur public, donc l'État, ni le secteur privé. Est-ce que c'est votre cas? Exactement, c'est notre cas. Vous savez, c'est important, non, c'est important de savoir les défis et les enjeux de la société civile. Il est très important de le souligner. Vous savez, la société civile, son histoire est intimement liée à l'histoire politique togolaise. Et donc, la société civile togolaise est née justement de l'ère démocratique des années 90, foisonnait justement avec les mouvements de revendication des espaces de liberté qui étaient plutôt des mouvements qui sont progressivement transformés à des mouvements politiques. C'est au fur et à mesure que la société civile a retrouvé son indépendance. La CNSC est née en 2002, mais c'est véritablement en 2005, donc après le décès de Yadema, que l'espace semble être davantage plus ouvert pour asseoir les activités qui sont celles de la société civile. Je crois que c'est le cas également de CACIT, qui est né justement de cette ère-là. Ça veut dire que nous avons un quinquennat derrière qui nous a permis de nous affirmer et désormais s'imposer au niveau du débat public, au niveau des politiques publiques et réussir à impacter en négociant les changements et également en amenant à travers les actions d'interpellation et de redevabilité les pouvoirs publics à rendre véritablement compte. En fait, et donc, moi, je voudrais en venir, par exemple, aujourd'hui, si vous prenez le cas burkinabé, lorsque la crise politique s'est posée au Burkina, il a fallu qu'on aille trouver un acteur de la société civile pour le placer à la tête de l'État. Parce que le Burkina a une société civile qui est assez puissante. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un Michel Kafando du Togo? Oui, c'est-à-dire que la solution, vous savez, elle est structurelle. Lorsque comparaison n'est pas raison naturellement, j'ai comme l'impression qu'au niveau du Togo également, les acteurs de la société civile avaient suffisamment agi. Lorsque nous prenons la CVJR aujourd'hui, dont le rapport constitue la toile de fond de toutes les réflexions pour les réformes qu'il faut pour le Togo, cette commission a été conduite par les acteurs de la société civile. Au-delà de Monseigneur Bariga, les acteurs, beaucoup d'acteurs de la société civile avaient travaillé dans cette commission-là pour produire ce qui est produit aujourd'hui. Au niveau des élections, justement, quoi qu'on dise, si nous avions laissé l'arène électorale au seul apanage des acteurs politiques, je suis convaincu que le Togo n'aura pas le lendemain que nous avons aujourd'hui, sans aller trop dans les détails. Mais il est vrai que le défi est important parce que nous parlons de réformes. Et pour obtenir de réformes, vous savez, il faudrait qu'il y ait des décisions courageuses, des acteurs qui aspirent à la démocratie. Et c'est justement à ce niveau que le gouvernement est à chaque fois interpellé. Parce que la société civile n'opère pas les réformes. La société civile ne décide pas. La société civile ne fait qu'interpeller, ne fait que mettre la pression qu'il faut pour dire ce que vous faites, vous n'êtes pas sur le droit chemin, vous pouvez faire autrement. Et nous n'avons pas de langue de bois. Comme si vous ne veniez pas au fait de ma question. Aujourd'hui, est-ce que vous, en tant qu'acteur de la société civile togolaise, vous inspirez confiance au commun des Togolais? Oui, quand vous parlez de commun des Togolais, je crois qu'on aspire confiance dans les thématiques que nous sommes. C'est-à-dire que qu'est-ce que les Togolais veulent par rapport au changement démocratique?
Parce que c'est justement à ce niveau que le problème se pose énormément. Parce que n'oublions pas qu'il y a plusieurs secteurs de la vie publique. Il y a les libertés individuelles et collectives, donc les droits civils et politiques, qui aujourd'hui, à ce niveau, nous avons comme l'impression que les choses ne marchent pas très bien. Parce que tout simplement, évidemment, il n'y a pas d'alternance politique au Togo, ce qui est une revendication. Et vous savez très bien avec nous que la société civile n'apporte pas de l'alternance. On éduque les citoyens à une citoyenneté responsable, permettant de pouvoir contribuer, mais l'alternance passe naturellement par les urnes. Et donc, ça relève alors du domaine politique et donc interpelle les acteurs politiques qui doivent eux aussi évaluer. Et sur ce champ, il faut noter très bien, dans le contexte togolais, lorsque on regarde le processus électoral duquel nous venons de sortir, nous avons comme l'impression qu'il y a encore d'efforts à faire. Moi, j'étais toujours ahuri lorsque je prends les résultats de ces élections et je vois la participation dans des zones aussi sensibles, aussi sensibilisées, aussi instruites comme Grand Lomé et la région maritime, où il y a une surabondance des outils et des canaux de communication sur la citoyenneté. C'est dans cette zone que nous avons eu plus de taux d'abstention. Lorsque nous le voyons, il n'y a pas plus de 300 électeurs. Nous avons nos bureaux témoins sur notre site www.cnsc67.tg. cnsc67.tg. Allez-y, cliquez. Vous allez voir les bureaux témoins que nous avons abordés. Prenez les bureaux témoins du Grand Lomé et de la région maritime. Vous allez remarquer que le nombre de votants ne dépasse pas 300. Alors que lorsque vous remontez, il y a eu plus de mobilisation. Les gens ont essayé même d'encourager ceux qui sont malades, ceux qui étaient indisposés, à se mobiliser pour aller accomplir l'acte citoyen. Est-ce que les sensibilisations passent plus dans une zone que d'autres? Ça veut dire que le problème est complexe et dépasse le seul niveau des acteurs de la société civile. Il faudrait que tous les acteurs jouent leur partition. Aujourd'hui, si on nous indexe, on essaye de l'assumer pour dire que justement, il reste encore de travail à faire. Est-ce que si le même cas de figure se posait, on demanderait à la société civile d'aller faire porte-à-porte? Est-ce que ça nous revient au moment de la campagne électorale, par exemple, d'aller encore aux côtés des acteurs politiques dire oui, mais de ménage en ménage, sortez massivement pour aller accomplir votre acte, parce que comme ça, ça permettra d'asseoir une démocratie équitable, une démocratie participative? Ce sont des questions. Et justement, nous avons posé ces questions sans naturellement pas avoir les réponses. Bref, la société civile dans sa marche aujourd'hui est déterminée à faire en sorte que la gouvernance au Togo soit une gouvernance participative. De faire en sorte que la vérité, sinon la lumière, soit portée sur des questions de dysfonctionnement, des questions de malgouvernance, des questions de lacunes des pouvoirs publics à pouvoir fournir les services publics aux citoyens. Et donc, comment le réussir? Je crois que c'est la grande question. La société civile ne peut réussir cette mission qu'avec l'engagement et la mobilisation effective de tous les acteurs concernés. Alors, André Afanou, même question. Sur la question de la crédibilité de la société civile et de la possibilité effectivement de trouver au sein de cette société civile-là quelqu'un qui a l'image de Kafando pourra tenir les rênes lorsque la nation le lui demandera. Moi, je voudrais être un peu modeste. Vous savez, chacun n'a qu'à jouer son rôle. Et d'emblée, il faut préciser que la société civile, par définition, je ne donne pas de définition formelle, mais par définition, a pour mandat simplement, dans des secteurs identifiés, d'être un peu le porte-voix des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens ont une préoccupation, on la porte vers le gouvernement, ou le gouvernement doit agir dans un secteur, il ne le fait pas, on le fait aussi pour que la population soit à l'aise. Et donc à partir de ce moment, quand vous essayez de trouver par exemple des trucs du genre le leader de la société civile, ou bien la principale organisation de la société civile, vous commencez déjà par dévoyer le principe même de la société civile. Ça veut dire que moi qui vous parle là, d'avoir un chef de file de la société civile. Voilà, moi qui vous parle là, je ne peux pas répondre à cette question au nom de l'ensemble de la société civile togolaise. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a la société civile togolaise est trop jeune? Non, elle n'est pas jeune. Vous
savez, moi j'ai eu la chance dans le cadre du travail qui est le mien aujourd'hui, j'ai l'occasion de temps en temps d'accompagner des organisations de défense des droits de l'homme de différents pays au comité des droits de l'homme à Genève. Je vais encore le faire le mois prochain pour le Bénin. Le gouvernement béninois passe au comité des droits de l'homme pour l'évaluation du pacte sur les droits civils et politiques. J'ai un travail que je fais avec la société civile béninoise pour que nous puissions conduire un rapport alternatif. J'ai eu la chance de faire ce travail en Côte d'Ivoire, au Burundi, au Tchad. L'organisation avec laquelle j'ai travaillé au Tchad, c'est l'organisation de Jacqueline Moudéina, qui fait des misères aujourd'hui à Hissène-Habré. J'ai eu à faire ce travail en Mauritanie, dans d'autres pays. Ce que je sais, c'est que la société civile, elle a ses réalités. C'est des ONG, c'est des associations qui se créent spontanément. Elles se sont créées par le passé, elles se créent aujourd'hui, elles se créeront demain. Maintenant, l'histoire du Togo est telle que en 90, nous avions été fermés pendant longtemps et Yadema nous a permis enfin de nous exprimer. Nous étions dans le parti unique, on nous a dit après vous êtes libres. Des associations se sont créées. Sauf que ces associations, vu le contexte dans lequel elles se sont créées, ont jugé utile effectivement d'être un peu virulentes à l'endroit du pouvoir. Yadema en réaction a financé d'autres associations. La même chose s'est passée au niveau de la presse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez au niveau de la presse, je ne vous apprends rien, des journalistes qui défendent mordicus le pouvoir en place, ou des journalistes qui défendent mordicus l'opposition. Au sein de la société civile, on a la même réalité. Au sein de la société civile, on a les petits problèmes de leadership. Parce que nous faisons la course au financement et chacun de nous veut être le premier à avoir le financement. Alors, ce que je vais démontrer, si vous permettez, ces problèmes-là, je suis désolé, il y en a dans les autres pays que moi je connais. Maintenant, si demain, la nation togolaise avait besoin de quelqu'un, Dieu nous donnera quelqu'un. En Centrafrique, Catherine Samba Panza, maire de Bangui, a été la personne qui a été trouvée. Chaque société a en elle-même le génie nécessaire pour faire en sorte que lorsque le moment viendra, et moi je pense qu'il faut effectivement qu'un moment comme celui-là soit créé par le chef de l'État actuel. Autrement, les circonstances, un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 personnes, n'en sait pas grand-chose. Les circonstances obligeront à trouver quelqu'un qui mette en place un processus consensuel. Quelqu'un qui aide la nation togolaise à se recréer. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ceux qui sont au pouvoir sont mal à l'aise. Ceux qui sont dans l'opposition sont mal à l'aise. Dans la société civile, nous sommes mal à l'aise. Parmi les médias, tout le monde est mal à l'aise. Au point où un rapport d'une institution nationale a classé le Togo comme étant le pays où les gens sont le plus malheureux au monde. Nous nous apprêtons à accueillir le sommet de l'Union africaine. Et quand je vois tout le tintamarre qui est fait autour, ça me rappelle les années 2000 où on devait accueillir le sommet de l'Union africaine. Ce sommet a eu lieu, ça n'a pas changé grand-chose dans le quotidien des Togolais, mais en termes de rayonnement pour le pays, je pense effectivement que c'est une très bonne chose. Mais quel est l'indicateur que nous voulons, quel est le signal que nous voulons donner à tous ces gens qui viennent chez nous? Parce que personne n'est naïf. Si la gouvernance politique marche bien, les gens le savent déjà. S'il y a un signal qui est donné avant, les gens le savent déjà. Le signal fort que le président Faure Gnassingbé peut donner à l'ouverture de ce sommet, c'est d'avoir à côté de lui Jean-Pierre Favre, qui y soit vraiment, non pas en donnant l'impression d'être manipulé, mais qui y soit en tant que chef de file de l'opposition reconnu. Avant ça, il y a des préalables. Donc il me semble qu'il y a des questions essentielles qui préoccupent les Togolais, dont on ne s'occupe pas. On nous dit simplement, taisez-vous, nous allons faire votre bonheur, que vous le veuillez ou non. Non, notre avis est nécessaire. Mais en parlant tout à l'heure, vous m'avez tendu une belle perche sur les querelles internes dans la société civile. Actuellement, les journaux en parlent de cette dispute, cette querelle d'argent, il faut le dire, entre vous et Las Vito sur une affaire de 20 000 $, me semble-t-il. André Afan, question directe. Avez-vous détourné 20 000 $ qui doivent normalement revenir à Las Vito? Ben là, vous me posez, je ne m'attendais pas, mais ce n'est pas grave. Non, je vais clarifier. Depuis bientôt 6 mois, il y a eu sur Internet un article qui disait que le CACIT a pris de l'argent qui appartient aux victimes de torture. Mais pour que quelqu'un prenne votre argent, il faut que cet argent à l'origine vous appartienne à vous-même. Tout le monde sait que le CACIT, dans son mandat, fait une assistance juridique et judiciaire aux victimes. Et cette assistance, pour que nous puissions la faire de façon professionnelle et de façon rigoureuse,
il faut que des partenaires nous appuient. Et nous avons la chance, depuis que nous avons commencé nos activités, d'avoir différents partenaires au niveau national, par exemple, entre autres, l'Union européenne, le PNUD, le bureau du ACDH quand il était là. Et au niveau international, on a Amnesty International et Pain pour le Monde, qui sont en Allemagne. Et nous avons eu la chance, effectivement, l'année passée, de bénéficier de 20 000 $ pour une assistance juridique et judiciaire, pour une assistance sociale, pour une assistance médicale en faveur des victimes. Le problème, c'est que dans la gestion de ces fonds-là, les victimes, malheureusement, notamment certains membres de la SVITO, ont commencé par croire que lorsque nous leur donnons, par exemple, 150 000 francs CFA pour l'assistance sociale et qu'ils multiplient par 10, ce qui fait 1 500 000, et que ça ne fait pas 20 000 $, ils ne savent pas qu'en amont, d'autres services qui leur sont offerts, qui ne sont pas forcément directs à leur endroit, notamment l'assistance sociale, notamment l'assistance médicale, l'assistance psychologique, l'assistance juridique, ces services-là sont facturés à des gens qui ont des prestations. En tout état de cause, le problème qu'il y a entre nous, c'est que voilà des gens que nous avons voulu aider, voilà des gens par rapport auxquels nous sommes allés solliciter, nous, de l'argent, et nous avons eu ces ressources au Fonds des Nations Unies pour les victimes de torture. Et la SVITO a commencé par demander que nous leur rendions des comptes. C'est l'expression qu'ils ont utilisée. Nous avons dit, pendant au moins 8 réunions, dont certaines tenues dans les locaux du ACDH à Lomé, lorsque Mme Higué était là, que formellement, nous n'avions pas de compte à leur rendre. Parce qu'ils ne sont que bénéficiaires de nos actions. Mais le problème, c'est que les discussions... Mais en fait, est-ce que cet argent ne leur est pas destiné? Non, c'est de l'argent en termes de responsabilité. C'est comme ça que le problème se pose. En termes de responsabilité, contractuellement, nous sommes liés. Voilà, nous sommes liés et nous sommes responsables. Donc, vous n'avez aucun compte à leur rendre? Non, on n'a pas de compte à leur rendre. Et quand on leur a dit ça, ça les a peut-être choqués. Et le problème, c'est qu'ils ont commencé alors par nous vilipender. Quand un premier article est sorti sur un site internet, nous avons essayé de leur demander, ils nous ont juré qu'ils n'étaient pas les responsables de cet article-là. Après, on a commencé par créer des couloirs pour créer la confiance. Mais au fur et à mesure, malheureusement, la confiance a continué par se briser au point où un second financement que nous avons eu cette année, les chiffres sont publics, 22 000 $. En leur faveur, nous avons dû dire devant Mme Olatokunbo Higué et son patron arrivé de Genève que nous, CACIT, nous renoncions à cet argent. Simplement parce que les gens à qui ça devait bénéficier avaient un traitement à notre égard qui n'était pas correct. Je peux vous dire que des partenaires en développement nous ont appelés pour dire que la SVITO leur a écrit pour dire que nous gérons mal nos ressources. Pour information, nous avons des auditeurs qui, depuis 4 ans, auditent nos comptes, qui certifient nos comptes, et aucun des partenaires avec lesquels nous avons travaillé jusque-là ne s'est plaint. Mais ce que je peux dire, et la bonne nouvelle, c'est que la semaine passée, alors que j'étais en mission à l'extérieur du pays, un journal m'a appelé pour dire qu'eux aussi, ils avaient reçu une énième plainte. Je leur ai donné les explications qui étaient utiles. Mais malgré tout, ce journal a publié un article. Et la bonne nouvelle, c'est que la SVITO là-bas dit qu'ils vont aller au tribunal. Donc, le CACIT serait accusé de torture économique. Et donc, ils vont aller au tribunal. Et moi, je pense que, comme je le disais, la bonne nouvelle dans un État démocratique, c'est qu'il y a des institutions qui, au final, règlent les problèmes. Et c'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Nous les encourageons vraiment. Nous avons prévu leur écrit pour simplement les encourager à aller au tribunal. Et que pour une fois, si le tribunal prend une décision, qu'eux, ils respectent cette décision-là. Nous regrettons là, que ça veut dire, vous, au niveau du CACIT, vous êtes serein? Non, il n'y a même pas de problème. C'est pourquoi, une fois, nous avons appris qu'ils voulaient faire une conférence de presse. Nous avons dit, ok, c'est intéressant, ils n'ont qu'à faire une conférence de presse. S'ils font une conférence de presse, et là, je les encourage aussi, s'ils pensent le faire, à le faire la semaine prochaine. S'ils font une conférence de presse, nous aussi, la semaine suivante, on en ferait. Mais surtout, on les inviterait à venir à notre conférence de presse. Alors, ça veut dire finalement... Ce que je veux dire en définitive, c'est que l'idéal, c'est qu'ils aillent devant les tribunaux. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas obligé. Quelqu'un a dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. Nous ne sommes pas obligés de travailler avec cette association. Ils ont d'autres collègues, défenseurs des droits de l'homme, qui peuvent les accompagner aussi. Donc rien ne nous oblige, nous, à continuer par travailler avec eux, alors qu'au fur et à mesure des années, des mois, la confiance est en train de s'effriter. Donc nous, je vous confirme que nous, en tant que CACIT, ça va être très difficile qu'on travaille avec cette structure-là, qui fait ses activités normalement que nous respectons. Ça va être difficile de travailler avec eux. Mais ça n'empêche pas que si effectivement il y a un processus judiciaire qui est déclenché,
je pense que c'est la meilleure façon, le meilleur processus pour les situer. Paul Amigapo, voilà un exemple de querelle intestine à la société civile. C'est peut-être que la CNSC en a également avec d'autres organisations. Est-ce que ça présage de quelque chose de bon pour l'avenir? N'est-ce pas que l'argent est le nerf de la guerre? Mais justement, tel que André venait de l'expliquer, je crois qu'il est important que les acteurs comprennent le cadre des projets et de leur mise en œuvre. Je n'êtes pas en train d'épauler André parce que... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je ne l'épaule pas. Je donne une affirmation qui peut être partagée par tous ceux qui développent les projets ou tous ceux qui sont des spécialistes des projets. Les projets ont toujours des composantes. Si vous prenez notre projet sur les élections, je donne juste un exemple, ça fait 262 millions de francs CFA. Mais lorsqu'on te dit 262 millions de francs CFA, si tu ne sais pas faire, entre toi, directeur, et ton conseil d'administration, président de conseil d'administration, tout de suite, vous allez casser. Parce que quelqu'un qui l'apprend et qui ne comprend pas l'utilité, la finalité de ce montant, croirait que c'est de l'argent cash gagné. Mais il vous en souvient tout simplement que si on vous dit on prend 262 millions de francs CFA, et qu'on déploie 1300 et quelques observateurs, et au moins 1200 ont à peu près 70 000 seulement pour cash, pour leur travail, et que les autres logistiques, les kits et autres doivent être conçus. Il y a certains qui sont là pour 3 mois, 4 mois, et qui sont payés à 120 000, et qui a des cotisations, c'est-à-dire qu'on paye au fisc et tout. Tu réalises qu'il suffit juste de mobiliser les acteurs et de signer 1, 2, 3, 4 chèques, et que l'argent là s'effrite. Et donc, autrement dit, un montant peut profiter à quelqu'un. L'observateur qui est mobilisé, je donne des exemples pour que ça puisse illustrer que l'argent n'est pas toujours le nerf de la guerre. L'observateur qui est mobilisé et qui est membre d'une structure, membre du réseau, va se dire, mais il y a 262 millions et qu'on me donnait simplement 70 000 pour mon travail, et que j'ai eu peut-être crevaison avec ma moto et on refuse de prendre en charge. Il y a eu un cas typique à S-Mono où un observateur malheureusement a fait un accident et qui est venu à nous pour qu'on remplace la moto. Je lui dis, mais monsieur, nous n'avons pas les ressources pour vous acheter une nouvelle moto de 400 000 francs parce que ce n'est pas budgétisé et je ne pense même pas que lorsqu'on demanderait aux partenaires qu'un avenant, ce n'est même pas un imprévu. Et donc, vous n'êtes pas couvert par l'assurance. Et donc, un projet, c'est un cadre, c'est un mécanisme, c'est un protocole, c'est un engagement à la fois juridique, à la fois moral, dont les clauses sont respectées jusqu'à la fin du projet. Et donc, lorsque vous avez déjà souscrit à cet engagement contractuel dans le cadre d'un projet, il y a une certaine marge de manœuvre que vous ne pouvez pas faire. Et c'est ça la bonne gouvernance. C'est-à-dire que la bonne gouvernance demande que vous soyez strict. Même si vous serez accusé, vous devez rendre compte. Vous rendez compte à la fois aux partenaires, vous rendez compte au pouvoir public, vous rendez compte aux bénéficiaires. Maintenant, en rendant compte aux bénéficiaires, il faudrait que ces derniers soient disposés à pouvoir vous écouter. À mon avis, nous avons toujours besoin de l'argent au niveau de la société civile pour faire notre travail. Parce que justement, ça coûte. Quel que soit l'aspect, ça coûte. L'engagement volontaire seul ne suffit pas. Et donc, dans notre cadre, il est inutile que des accusations pareilles ou des interprétations pareilles puissent avilir. Parce que, vous savez, ce n'est pas seulement le rapport entre CACIT et la structure bénéficiaire qui en pâtit, mais c'est également l'appréhension que les partenaires auront sur la maturité de ces acteurs, à la fois les bénéficiaires et également le CACIT, qui je crois a une expérience, une grande expérience en matière d'accompagnement des acteurs, parce que c'est son travail et il le fait pas seulement pour la structure là, mais pour d'autres acteurs. Ce que moi je souhaite dans ce cas de figure, c'est qu'il y ait un cadre de discussion. Parce que nous-mêmes, nous faisons cette promotion. On se dit, si ça ne marche pas au niveau public, au niveau de l'État, c'est justement parce qu'il n'y a pas possibilité d'un dialogue sincère, il n'y a pas possibilité que les acteurs puissent arriver à un consensus. Et c'est à cela que moi j'invite CACIT, par rapport à son leadership que moi je connais, à pouvoir éviter que la situation soit davantage étalée sur les médias et qu'un cadre de discussion directe soit engagé, y compris pourquoi pas avec l'intervention des partenaires. Parce que si tel est le cas,
on pourrait alors démontrer la bonne ou la mauvaise foi. Je crois que vous avez eu plusieurs discussions, par exemple, avec... Non, je pense que ce n'est pas la peine, effectivement, de revenir un peu sur ces détails. Mais il y a peut-être des détails que mon collègue Paul ne connaît pas. C'est pourquoi je dis simplement, dans un pays, effectivement, bien organisé, la bonne nouvelle que nos collègues ont eue, d'aller un peu à la justice, c'est vraiment ce que nous encourageons aussi. Nous pensons qu'il faut aussi que nos collègues fassent attention, parce que, comme on dit chez nous en Afrique, quand vous pensez vouloir montrer du doigt quelqu'un, les 5 autres doigts peuvent vous montrer vous-même. C'est-à-dire qu'en tant que structure, ils ont aussi vocation à aller vers des partenaires, à gérer des projets. Et donc, la façon de parler, la façon d'argumenter peut, à mon avis, les desservir si ce n'est pas fait selon les règles de la mort. On n'a pas besoin de s'étaler forcément sur ce qui a déjà été fait. 1000 choses ont déjà été faites. Plusieurs cadres de dialogue ont été essayés. Ça n'a pas marché. Encore une fois, c'est comme dans un couple. La tristesse, c'est de voir 2 personnes qui se sont mariées, qui s'aimaient, vous dire un jour, on n'est plus ensemble. C'est triste. Mais la réalité, c'est que ces gens-ci n'arrivent plus à vivre ensemble. Et que vous les obligez à vivre ensemble, vous risquez d'avoir un matin quelqu'un qui est mort. Donc à partir de ce moment, le tribunal, je pense que c'est une très bonne chose. Tout le reste, je pense que ce n'est pas la peine d'aller dans les détails ici. En tout cas, puisque nous parlons de la société civile, il faut dire également que le CAP 2015, qui était également en lice pour la présidentielle, ne fait pas beaucoup confiance à la société civile, notamment à la CNSC CICED. J'ai devant moi le mémorandum rendu public par le CAP 2015, dont je vais lire ici un extrait. Il dit: il est notoire qu'après avoir torpillé le PASCRENA, le gouvernement s'est employé à téléguider, ce mot est fort, l'implication dans le processus électoral sous forme de société civile, une organisation entièrement acquise à la pérennisation du système RPT-UNIR. Une organisation incapable de produire la liste de ses membres. C'est une organisation dénommée Concertation nationale de la société civile, synergie citoyenne pour des élections démocratiques, CNSC-CICED, que l'Union européenne a accompagné et financé, cautionnant ainsi, là on peut dire l'Union européenne, la parodie d'observation électorale montée de toutes pièces par le RPT-UNIR. On relève, bon, voilà. Alors, Paul Amégapo, quand on lit tous ces mots, vous êtes le directeur exécutif de la société civile, de la CNSC. Est-ce que vous êtes un vendu? Vendu, je crois que c'est un mot qui revient, c'est un mot qui est plus vieux quand même que moi, parce que depuis que je commence à être conscient de l'actualité sociopolitique du Togo, le mot vendu est revenu à plusieurs reprises. Et maintenant, j'essaie tout simplement de comprendre que, en réalité, c'est un mot qui n'a pas de sens. Parce que s'il devrait avoir de sens, ça veut dire que quelque part, vendre ou vendu, c'est que tu as été échangé contre une valeur marchande, soit de l'argent, soit un bien, soit autre chose. Et je crois que dans le contexte du travail que nous faisons, il est important de rappeler que notre philosophie, c'est de garder une équidistance avec les acteurs politiques. Et c'est tout un boulevard qui demande des instructions, qui demande des prédispositions. Être équidistant ne veut pas dire qu'il faut distribuer des applaudissements aux 2 parties. C'est-à-dire qu'applaudir le pouvoir, applaudir l'opposition, ça ne veut pas non plus dire qu'il faut adresser des accusations aux 2 parties. Être équidistant demande d'être suffisamment collé aux faits et donc de démontrer à travers les faits qui sont établis, un certain nombre d'actualités qui s'imposent dès lors à tout le monde. Je crois que le rapport, le mémorandum que j'ai pris soin de lire, page par page, montre d'abord que le CAP a voulu faire l'évaluation, sinon le bilan du processus électoral, ce qui est très bien et ce qui est à saluer, mais que cette évaluation n'a pas adopté l'approche soft, comme c'est souvent le cas dans le cadre d'une évaluation. C'est-à-dire que les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, en intervenant les différents acteurs qui étaient impliqués dans le processus. Nous avons simplement comme l'impression qu'il y a eu une catégorisation des acteurs et tous les acteurs qui sont impliqués parce qu'ils n'ont pas su dire ou affirmer que le CAP est vainqueur du processus électoral, ils doivent être diabolisés.
À notre avis, il fallait aller plus loin. Parce que nous-mêmes, en faisant une rétrospective sur le travail qui a été fait, on se dit que la société civile, au-delà du fait qu'elle doit attester les résultats, et c'est une première au Togo, parce que le système de décompte parallèle, qu'on appelle le PVT, demande que la société civile, sur la base d'un certain nombre de techniques qu'on ne peut pas expliquer ici, c'est-à-dire que c'est des formules qui permettent d'avoir des échantillons représentatifs. Et tout le monde sait que l'échantillonnage, un système d'échantillonnage, est un système scientifique, et lorsque il est bien conduit, amène à avoir des chiffres, c'est-à-dire que des données qui peuvent impacter sur un certain nombre d'analyses. Et les données que nous avons reçues n'ont pas attendu les résultats du scrutin. Nous avons eu nos données déjà au soir du scrutin. Déjà à 21h, nous avons eu les données. Et donc, il est important de rappeler un contexte qui, selon nous, devrait amener ces acteurs à nous suivre davantage. Peut-être que quelque chose leur a échappé. J'ai suivi l'épisode. Je me disais tout simplement que si le cadre juridique et le mécanisme politique qui est mis en place au Togo permettait à la société civile dans son ensemble de pouvoir avancer les résultats ou les tendances de résultats, on devrait tenir l'opinion au courant dans son ensemble déjà le soir du scrutin. Mais nous avons pris soin de mettre nos données à la disposition des personnes dignes de foi, y compris du CAP 2015. Je ne vais pas citer le nom ici, la personne se connaît. Et elle est une personne responsable et hautement placée au niveau du CAP, qui avait les résultats, les tendances, avant même que la CENI ne commence la centralisation de ces données le lendemain. Et donc, lorsque la CENI a proclamé ses résultats, notre conclusion a été qu'il y a eu un rapprochement. L'épisode qui a été dramatique, je crois, c'est l'émission que nous avions eue ici. Et c'est là où je regrette. C'est-à-dire que si la société civile avait développé une diplomatie, elle devrait être celle-ci. Approcher les différents camps, l'opposition, la majorité, avec les données dont nous disposons, et leur dire, voici le camp UNIR, voici les résultats dont nous disposons. On échange avec sur les procédures, ça leur permet d'en prendre acte. On approche l'opposition, les 4 candidats, commençant par le candidat du CAP, voici nos résultats. Et qu'au cours de cette émission, ça serait une analyse plus profonde des données qui sont déjà préparées. Et nous avons comme l'impression que le CAP n'ayant pas encore les données matérielles pour prouver qu'il venait en tête du scrutin, croyait au cours de cette émission que les données qu'il avait apportées pouvaient convaincre. Alors que nous disposions d'autres données qui étaient plus avancées et qui étaient faciles à démontrer. Et donc, c'était alors un carrefour de confrontation au lieu d'un carrefour de partage. Pour moi, c'est le psychodrame qui entourait le rapport entre la société civile et surtout le camp des vaincus. Et donc, s'il y a à refaire, si je veux faire une analyse de cette affirmation, c'est peut-être dire qu'au lieu d'accuser la concertation comme étant une structure sans membres, ce qui n'est pas vrai, nous avons actuellement 69 organisations membres qui sont bien connues, qui sont bien installées. Nous avons des coordinations régionales et lorsque vous allez sur le site de la CNSC, vous avez leur liste, vous avez les responsables et leurs contacts en dehors de CICED où beaucoup de structures bien implantées font partie. GF2D, REFAMP et consorts, disons, toutes les organisations qui interviennent dans le débat politique et surtout dans le débat social avec l'accompagnement des processus électoraux. Et donc, je crois que c'est une raison qui n'est pas tangible dans ce contexte lorsqu'on l'explique comme ça. Si le même contexte se présenterait à l'avenir, il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que la possibilité est donnée aux organisations de la société civile et même aux médias d'avancer leurs données. Si ces données sont dignes de foi, un peu comme ça se fait dans d'autres pays. Au Ghana à côté, nos amis de CDD, Codeo, eux, ils donnent officiellement leur tendance que nos données PVT, avec une marge d'erreur qui peuvent être plus ou moins 1%, donnent ceci. Mais ça,
n'occulte pas les résultats officiels que la CENI prononcerait. Mais ces résultats officiels provisoires s'imposent à tout le monde. Mais vous savez, ça donne une pression morale sur l'institution qu'est la CENI, qui devrait prononcer les résultats, en la menant, lorsqu'il y a des écarts majeurs, à se demander, mais où est-ce qu'il y a eu d'anomalie lorsqu'on fait foi à ce que la société civile prononce. Et donc pour nous, le chemin n'est pas arrêté, parce que nous allons encore le refaire. Peut-être, aux prochaines échéances, je ne sais pas quels seront les candidats, mais qui seront les vainqueurs. Si ces vainqueurs viennent du camp du pouvoir ou du camp de l'opposition, nous serons intangibles. Et nous allons affirmer ce que nous pouvons affirmer. Et si avant cela, il y a eu les réformes qui permettent justement à d'autres acteurs que la CENI de proclamer les résultats ou les tendances de résultats, ce ne sont pas les résultats, les tendances de résultats sur la base qu'on vient d'expliquer, on le fera. Le cas contraire, nous allons développer une diplomatie qui permet de prendre acte et de prendre les autres acteurs comme témoins dans cette démarche-là. Et donc, il est important de pouvoir tenir compte de ce mémorandum, parce que j'ose croire, avant même que le CAP 2015 ne sorte ce mémorandum, ils nous avaient approchés pour prendre notre rapport. Et lorsque vous lisez le mémorandum, ils ont affirmé eux-mêmes qu'ils ont lu nos rapports, seulement les dysfonctionnements que nous avons et irrégularités que nous avons établis, c'est clairement établi, de manière factuelle. Et les avancées que nous avons constatées, pour eux, ne doivent pas nous amener à dire que le Togo a fait des avancées en matière d'organisation des élections, ou du moins constater que à l'issue de ce scrutin, il y a eu un vainqueur et des vaincus. André Afamou. Non, Samuel, moi je pense que la responsabilité que vous, des médias, vous avez au regard de tout ce qui se passe, c'est que pour moi, vous devez créer de vrais espaces de débat contradictoires. Nous avons, aujourd'hui, ils ne viennent pas. Oui, mon collègue Paul et moi, sur l'essentiel, on se met d'accord. Ouais. Donc, moi, j'avoue que j'aurais pas aimé par exemple faire un débat avec Paul, parce qu'on se comprend, lui et moi, on partage à peu près les mêmes convictions. Créer des espaces de débat contradictoires, si les gens ne viennent pas annoncer que sur telle thématique, ou bien même là maintenant, annoncer que la semaine prochaine, vous auriez aimé avoir tel et tel. Parce que, voyez-vous, moi je pense que mes collègues de la CNSC sont peut-être victimes de leur honnêteté. Parce que nous sommes dans un contexte togolais où malheureusement, on est en train de nous imposer les points de vue uniques. Alors que depuis 1990, nous avons dit nous refusons le parti unique. Et le plus grand drame qui est en train de nous arriver, on l'a eu avec un monsieur qui s'appelle Gilchrist Olympio jusqu'en 2010. Jusqu'en 2010, on n'avait pas le droit de critiquer M. Gilchrist Olympio. Moi-même qui vous parle, des amis qui m'aiment bien, ils m'ont appelé depuis la diaspora pour me dire « André, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit « Il y a un problème. » Il dit « Ah, on a suivi une de tes interventions. Tu critiques l'opposition. » Moi, je revendique le droit de donner mon avis sur l'action qui est menée par l'opposition politique. Je suis de ceux qui pensent que ce pays a besoin de changement. Maintenant, il y a une question d'efficacité qui se pose. Ce scrutin-là, tout le monde savait que les règles du jeu étaient biaisées. Lorsqu'on me demande de me prononcer sur le scrutin de 2015, je dis que ce scrutin a été transparent, c'est-à-dire que s'il y a eu vol, dès le départ, le vol a été fait devant les caméras. Les gens savaient que le mécanisme était fait pour que UNI soit proclamé gagnant. À partir de ce moment, quand vous rentrez dans ce jeu-là, à la fin, s'il vous plaît, n'accusez pas les autres. Et de mon humble point de vue, quand j'entends par exemple le CAP 2015 accuser le CAR, je dis qu'il y a un problème quelque part. Dans ce pays, pour des élections où le CAR avait participé, l'UFC à l'époque avait critiqué ceux qui avaient participé aux élections en disant c'est vous qui accompagnez la dictature qu'il fallait absolument boycotter. Cette fois-ci, c'est le phénomène inverse. L'ANC et d'autres ont participé. Le CAR a jugé utile de ne pas participer. Nos collègues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place un dispositif qui aurait pu servir le CAP 2015 si le jeu électoral était bien. Il faut savoir qu'on n'est pas étonné qu'à Lomé, les gens n'aient pas participé. À Lomé, la majorité est proche de l'opposition. Et justement, on a tout fait
Lorsque, avant les élections, les partis de l'opposition vont où? En conclave. Avant d'aller en conclave, ils nous ont clairement dit, nous savons maintenant que nos divisions ne nous profitent pas. Nous allons en conclave pour ou bien dégager un candidat unique, ou bien en tout cas dégager une stratégie unitaire. Sauf qu'au lendemain du conclave, c'est le phénomène inverse qui se pose. Ils sont sortis plus divisés. Objectivement, ça a découragé beaucoup de personnes. Ensuite, un facteur important dont les gens ne tiennent pas compte. De 1990 à aujourd'hui, il y a eu 25 ans. Il y a beaucoup de jeunes, je dirais même 40%, de nouveaux jeunes adolescents des gens qui sont nés en 90, qui n'ont pas vécu 1990, qui n'ont pas vécu la conférence nationale souveraine, qui n'ont pas vécu les lagunes de bain, qui n'ont pas vécu le massacre de Frérot Jardin. Donc quand vous vous contentez de leur dire il y aura l'alternance sans contenu réel, sans critique réelle du programme de Faustin Nyasingbe, ils ne vous suivent pas, ces jeunes. Et donc pour moi, il y a un vrai problème. Sur la forme, ce style qui a été utilisé n'est pas gentil. Et en termes de rigueur, par rapport à la capacité justement de nos aînés du CAP 2015 à gérer le pouvoir politique demain, moi je pense que la personne qui a influencé cette partie ne les a pas aidés. Donc au final, je pense que nos compatriotes doivent être vigilants aujourd'hui. Vous savez, j'ai eu la chance dans le cadre de mon travail d'aller à Haïti. Celui qui dirige Haïti aujourd'hui, c'est un chanteur, Jean-Michel Martelly. Les Haïtiens, à un moment donné, ne faisaient plus confiance à la classe politique. Aussi bien du pouvoir que de l'opposition, ils se sont dit, ces gens-là ne sont pas sérieux. Individuellement, je ne donne que mon avis. Aujourd'hui, moi, je ne me retrouve pas dans ce que UNIR fait. Parce que UNIR nous a annoncé que le RPT n'est plus là. Or, le gouvernement Classou, c'est le retour en force du RPT. En termes de pratique de gouvernance, en termes de redevabilité de l'action publique, en termes même de respect des droits de l'homme, les choses élémentaires ne sont pas faites. En face, nous avons l'opposition. Dites-moi s'il vous plaît. Au lendemain de la présidentielle de 2010, ce qu'on a dit aux Togolais, c'est que nous allons prendre le pouvoir. 2010 à 2015, ça n'a pas réussi. Je ne dis pas qu'ils ont eu raison ou tort, mais le constat objectif, c'est que ça n'a pas réussi. Nouvelle élection en 2015. Vous annoncez au lendemain de cette élection-là, même à la veille, que vous allez déployer un dispositif pour compter les votes. Vous avez même demandé de l'argent aux Togolais. Selon les comptes, de l'argent a été cotisé. Et donc les Togolais sont en droit de vous dire quel est alors le résultat qui démontre que vous avez gagné. Dans un État démocratique, vous allez à la Cour constitutionnelle pour déposer votre candidature. Le parallélisme des formes voudrait que lorsque vous avez des contestations, vous déposez à la Cour constitutionnelle. J'aime bien rappeler, lorsqu'on me parle des institutions togolaises qui ne sont pas crédibles, j'aime rappeler cette histoire que Roberto Garreton, un ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, nous a raconté. Il dit, au Chili, sous la dictature, lorsqu'il y avait des violations de droits de l'homme, nous déposions des plaintes à chaque fois. Nous en déposions en sachant que ces plaintes ne seraient pas instruites. Mais nous les déposions chaque jour. Parce que justement, il faut prouver à la communauté internationale que vous avez une plainte à bonne et due forme, mais que ce sont les institutions qui ne fonctionnent pas. Donc si on ne dépose pas la plainte devant la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de la matière. Un autre élément important que je voudrais apprendre à nos compatriotes et peut-être à nos aînés, c'est qu'aujourd'hui, notre État est en train de faire des pieds et des mains pour adhérer au Millennium Challenge Accounts. C'est beaucoup d'argent que les Américains veulent nous donner. Mais pour ça, il faut une évaluation objective. Dans le domaine de la gouvernance politique, dans le domaine de la gouvernance économique, dans le domaine du fonctionnement des institutions, dans le domaine de la gouvernance sociale, dans le développement de l'investissement humain. Qu'est-ce que vous investissez dans la santé? Qu'est-ce que vous investissez dans l'économie? Parmi les indicateurs sur lesquels on travaille, il y a la transparence des élections. Il y a le fonctionnement des institutions. Il y a la lutte contre l'impunité et la corruption. C'est entre autres à cause de ça que rapidement on a adopté la loi à l'Assemblée nationale. Donc rentrons dans ces mécanismes-là et poussons une des questions que les Américains posent. C'est de savoir, ok, vous avez une loi pour lutter contre la corruption, c'est bon. Mais quelles sont les personnes que vous avez déjà arrêtées dans le cadre de cette loi?
Parce que les Américains ne tiennent pas compte du formel. Ils tiennent compte de l'opérationnalisation. Donc, il y a aujourd'hui des mécanismes modernes qui, de mon point de vue, doivent permettre à l'opposition politique d'élever, s'il vous plaît, le niveau du débat. Moi, j'ai eu la chance de suivre Mme Adjamabo, qui est en réalité, elle a été mon professeur à l'université. Moi, j'ai eu la chance de suivre Mme Adjamabo, qui a été un peu, je ne dirais même pas mon aîné. C'est-à-dire qu'au sein de la société civile, quand Mme Adjamabo et d'autres animaient le GF2D au début des années 90, nous, on était au lycée. Mme Adjamabo n'a pas à s'en prendre à la société civile. Ce n'est pas bon, ce n'est pas gentil. Son background ne lui permet pas ça. Ensuite, sur le fond des critiques, je suis désolé, elle n'est pas fondée. Parce que la société civile, par définition, mon collègue a si bien dit, a des canevas, a des principes à respecter. Si ces principes annoncent que c'est Faure Gnassingbé qui, au regard des règles qui ne sont pas équitables, a gagné, qu'est-ce que mes collègues vont dire? Ils ne peuvent pas dire autre chose. Dire autre chose serait alors dévoyer la mission de la société civile. Et ça, on veut nous y obliger depuis 2010. Je pense que nous devons rester vigilants simplement. Le passé du Togo, les frustrations, le fait qu'au niveau des médias, moi j'avoue que quand je parle, je ne dissocie pas la société civile, les médias et les syndicats. Simplement parce que c'est des milieux où, au début des années 90, beaucoup de jeunes ont été engagés. Beaucoup de nos aînés se sont engagés. Mais à chaque fois, effectivement, le pouvoir a tout fait pour les affaiblir. De sorte que vous voyez aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas forcément votre âge, qui n'ont pas forcément votre expérience, qui roulent dans de grosses voitures. Parce qu'entre-temps, ils ont fait allégeance au pouvoir. Lorsque vous gardez vos convictions, alors on vous affaiblit, on vous coince. Au point où j'ai été obligé de dire sur un média la dernière fois, est-ce que vous que nous tous, on aille à unir? Ce n'est pas possible. Donc au final, il faut que nos grands frères de l'opposition laissent tomber les états d'âme et qu'ils fassent du débat par rapport au contenu. Il y a un député, je vais terminer avec ça, de l'ANC que j'apprécie très bien, c'est le député Ouro Tchanyao. Quand ce monsieur arrive sur un média, mais je passe tout mon temps à l'écouter avec plaisir, parce qu'il donne des chiffres, il donne des indicateurs, et il ne parle pas seulement d'état d'âme, il démontre sur la base de l'action que le gouvernement fait, là où il y a des insuffisances, et là où on peut mieux faire. Je pense que c'est la voie que beaucoup devraient suivre. Une autre personne, on l'apprécie peut-être par rapport à sa liberté de ton ou pas, mais c'est Nicolas Lawson. Quand Nicolas Lawson parle, il vous donne des éléments concrets par rapport auxquels effectivement l'action gouvernementale n'est pas bonne. À la fin du processus électoral, on nous a dit qu'on a écrit à la francophonie. Pourquoi? Certainement pour que la francophonie vienne donner la victoire. On nous a dit après, il n'y a rien parce que Jean-Pierre Fabre est en tournée en Europe. Après, on nous dit non, ne vous en faites pas, aucune communauté internationale ne viendra. Non, il y a un problème quelque part. Et je pense que malheureusement, quand vous en parlez, on dit que vous êtes vendu, que vous êtes acheté. Au Togo, aujourd'hui, malheureusement, je pense que c'est important que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. De toute façon, nous, on n'attend rien de personne. On dit ce qu'on pense. Et on espère simplement que nos grands frères vont laisser tomber les états d'âme et faire face à ce pouvoir-là qui a l'impression qu'il a devant lui un boulevard et à mon avis ce pouvoir aussi qui ne donne pas les bons exemples. En parlant de Madame Brigitte Adjamabo-Johnson, nous allons suivre dans ce reportage le congrès statutaire de la CDPA. Je rappelle qu'elle est secrétaire générale par intérim de la Convention démocratique des peuples africains qui a eu ce samedi son congrès statutaire. On va regarder le reportage de Jacques Pekemsi. La convergence patriotique des peuples africains vivra et elle tient à l'affirmer à l'occasion de ce 6e congrès statutaire. La rencontre qui rassemble les congressistes venus de toute l'étendue du territoire national permet de faire le bilan. À entendre la première responsable, ce congrès intervient dans un contexte marqué par plusieurs événements chez nous et sous d'autres cieux. Des événements qui font réfléchir et qui exhortent à un changement dans les méthodes, conjuguer les efforts pour atteindre les objectifs assignés. Notre congrès se tient dans une Afrique marquée par des velléités de plusieurs chefs d'État de se maintenir au pouvoir, comme ce fut le cas au Burkina Faso, où finalement la rue a obligé l'ancien président à quitter le pouvoir. Malheureusement, cet événement ne décourage pas d'autres dirigeants du continent dans leur désir de modifier la Constitution
ou dans leur volonté de se fonder sur une constitution frauduleusement modifiée pour refuser l'alternance et se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam. La confiscation du pouvoir sur un fond de pauvreté amplifiant l'immigration de masse vers l'Occident déstabilise nos pays et favorise des tentatives de coup d'État, voire le terrorisme auquel le monde entier est confronté. L'heure est donc à la réflexion et faire le bilan du parcours déjà fait. Et selon Brigitte Adjamagbo Johnson, l'échec de l'alternance au Togo, surtout lors de la présidentielle dernière, est dû à deux principales raisons. Le régime était prêt à tout, mais vraiment à tout pour conserver le pouvoir. Mais l'opposition lui a facilité la tâche, parce que divisé, et c'est dommage. Fallait-il vraiment défendre ces réformes constitutionnelles et institutionnelles au point d'appeler le peuple au boycott d'une élection cruciale et certainement décisive pour l'alternance? L'histoire en jugera. En tout cas, nous à la CDPA, nous croyons en ces réformes politiques. Nous à la CDPA, nous nous sommes battus pour ces réformes politiques. À la CDPA, nous allons continuer à nous battre pour ces réformes politiques. La cérémonie d'ouverture de ce 6e congrès du parti a permis à son ancien secrétaire général, Léopold Ninevi, de monter au créneau pour saluer le choix du thème « Repenser la lutte pour mieux relever les défis ». Quelqu'un disait ici qu'il faut que l'opposition soit au pouvoir. Je me demande s'il ne vaut pas mieux dire il faut que le peuple soit au pouvoir. Le thème que vous avez pris inspire beaucoup. La main, ça suffit pour étudier les problèmes. Selon la position de la main, on sait la détermination qui anime la personne. Je voudrais vous remercier tous pour l'appui que vous apportez à la CDPA. Je sais que mes compagnons d'hier s'associent avec moi pour féliciter le bureau et leur souhaiter de continuer dans la même voie. Les congressistes ont donc 2 jours pour renouveler les tests et les instances dirigeantes afin de permettre aux partis de mieux atteindre les objectifs. Alors André Afanou, pour la Mégaco, on a vu Brigitte Adjamagbo Johnson relever un peu les problèmes de l'opposition, notamment elle a parlé de la division, mais étonnamment, elle attise le feu. Vous avez cette impression, vous? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai un malaise. Je pense que notre pays a un problème sérieux et nos grands frères doivent participer à solutionner ce problème, mais ils se querellent entre eux. Comment pouvez-vous imaginer que madame dise l'opposition a contribué à faciliter la tâche au pouvoir et dès la première seconde elle dit en fait elle doit être le cas. Mais le cas dans cette affaire n'a appelé qu'au boycott. Si vous avez des militants, vous, en tant qu'ANC CAP 2015, mobilisez-les. Les conditions dans lesquelles je discutais avec un diplomate cette semaine, un diplomate étranger, il me dit, ce qui l'étonne au Togo, c'est que même face à l'évidence, les gens pensent qu'il y a eu tricherie. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous voyez le mémorandum que je n'ai pas lu, mais dont les gens m'ont parlé, à aucun moment, la victoire de Jean-Pierre Fabre n'est démontrée. Donc aujourd'hui, c'est triste qu'au Congrès, qui doit être un peu le cadre où on remobilise l'opposition, pour faire face au pouvoir et alors créer ce qu'on appelle le rapport de force, c'est triste que la première chose que Mme Adjamagbo dit, c'est de s'attaquer au cas. Ça n'apporte rien, je vous assure. Bien au contraire. Moi, j'espère simplement, j'espère que nos grands frères prendront conscience, comme ils nous l'ont dit depuis le passé, que lorsque des gens comme Agboué Kodjo ont quitté le RPT, ils étaient sincères. Mais quand vous rejoignez l'opposition et que vous constatez que cette opposition ne vous permet pas d'avoir un seul député, ni à Lomé, ni dans le Yoto, quand vous constatez après que cette opposition dans laquelle vous vous êtes investi, vous vilipende, je rappelle que dans un pays comme le Burkina Faso,
Si on a pu faire partie Blaise Compaoré, c'est que les Roch Christian Kaboré et je peux continuer la liste, ils ont tous, lorsqu'ils ont quitté le pouvoir, ils ont été accueillis à bras ouverts par l'opposition. Je rappelle que dans un pays comme le Mali, lorsque Ibeka était en train de faire sa campagne, tout le monde disait, lorsque je vais venir, je vais arrêter le pushiste, non, le pushiste. Le capitaine Sanogo. Oui. Ibeka ne s'est jamais prononcé sur cette question-là. Et l'un des premiers actes que Ibeka a posé quand il est venu au pouvoir, c'est d'arrêter Sanogo. Je peux continuer la liste avec la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. En politique, c'est eux qui font la politique. En politique, je parle de la Guinée. Mais est-ce que vous n'êtes pas surpris quand vous dites que Cellou Dalein Diallo veut faire alliance avec Moussa Dadis Camara? Non, que nos grands frères soient pragmatiques. Que enfin, ils nous aident à avoir l'alternance dans ce pays. Autrement, unir RPT sera là. Il va déployer la politique de la pensée unique. On va se plaindre en permanence et on ne s'en prendra qu'à nous-mêmes. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit parle à nos grands frères pour qu'ils soient ensemble. Non, je crois que oui, non, mais il y a juste un certain nombre de... Je crois que les Togolais comprennent davantage cette frustration. Je m'en vais tout simplement poser un certain nombre de questions dont tout le monde peut répondre. Hein. Est-ce que le CAP 2015, avec les structures, les partis qui l'animent aujourd'hui, peuvent avoir tous les acteurs là contre eux ou à leur dos, notamment les autres partis de l'opposition qui ont appelé au boycott, tel que Mme Adjamambo venait de le souligner, tel que la société civile qui est suffisamment impliquée dans les élections, qu'on met au dos, tel que les partenaires depuis l'Union européenne, le groupe des 5 OIF et le pouvoir lui-même, et comment s'en sortir. Lorsque vous prenez la réalité, prenons un village. Le village que je connais le plus s'appelle Gobé. Et dans ce village, je suis convaincu qu'il n'y a pas que les gens du pouvoir et il n'y a pas que les gens de l'opposition. C'est-à-dire que c'est un mélange. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que la politique est voulue par notre opposition, on pourrait appeler cette communauté à pouvoir ensemble travailler pour le développement de la communauté si on voudrait suivre les leaders qui sont les leaders politiques comme tels? C'est-à-dire que ça en appelle tout simplement à un nouveau paradigme que les acteurs politiques doivent poser. Je voudrais souligner les grands chantiers qui s'ouvrent au niveau de MCA, dont André en a parlé, la CNSI participe, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP, qui est un appel à témoins de la communauté africaine au moins, sinon la communauté internationale, par rapport aux questions de gouvernance. Aucun acteur politique aujourd'hui ne s'y intéresse réellement pour que ça puisse aller. On sait très bien qu'à partir de cette semaine-ci, le chef de l'État est attendu au sommet de l'Union africaine, entre autres pour défendre la conférence internationale sur la sécurité maritime, mais c'est un rendez-vous également où l'évaluation par les pairs sur l'état d'avancement du MAEP est fait. Où en sommes-nous? C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer sans un cadre formel offert à la fois par les pouvoirs publics et surtout animé par les acteurs politiques au nom des citoyens pour faire en sorte qu'il y ait plus d'ouverture. Et moi, je voudrais tout simplement qu'il y ait davantage plus de sérieux. C'est-à-dire que de notre débat, quand les gens nous écoutent, qu'ils puissent sentir que réellement, nous sommes des acteurs qui veulent le progrès. Et nous savons où nous retrouver. On sait où trouver la CNSC, on sait où trouver le CAP, on sait où trouver Parti Uni, on sait où trouver la présidence. Si nous avons des questions d'intérêt général, il est important que le nouveau paradigme que nous allons asseoir, qui doit être le nouveau contrat social, pour nous permettre de sortir de cette fragilité dont le Togo, en tout cas dans laquelle le Togo piétine encore, il faudrait qu'on assoie un nouveau contrat social, un nouveau paradigme où les Togolais peuvent se parler, où il ne doit pas avoir d'exclusion, où après les élections, on se ressaisisse très rapidement et on attaque les questions qui sont d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre politique, pour faire en sorte que le Togo avance. Parce que tout simplement, le Togo n'avance pas. Le Togo n'avance véritablement pas. Et nous avons plusieurs exemples, dont la décentralisation qui piétine toujours, et également les réformes, la limitation de mandat qui n'est pas d'actualité, et donc c'est comme si on fait du statu quo, et dans le monde moderne, le statu quo rime avec le recul. Et donc nous en appelons aux acteurs, vous savez, l'opposition, et j'aimerais finir par ça,
lorsqu'on interpelle l'opposition, vous savez, sa place est au sein de l'État. Parce qu'ils forment justement les viviers qui doivent prendre la relève. Ils sont dans l'antichambre. Et en Grande-Bretagne, eux, ils l'ont bien matérialisé, où il y a le shadow government. Et donc ici, l'opposition doit se sentir dans cette peau et faire en sorte qu'aucun secteur de la vie nationale, aucun secteur de la vie publique ne les échappe et que la participation soit le principe et non l'exclusion. On a dit assez, mais il faudrait maintenant passer aux actes pour que, entre nous Togolais, qu'on soit de la société civile, qu'on soit des partis politiques, ou qu'on soit autres acteurs ou citoyens lambda, qu'on puisse se sentir concerné par la construction du pays et que chacun apporte sa pierre. Parce que, écoutez, Mme Adjamagbo, qui dit encore dans son discours que, entre autres, il y a certains qui en appellent au boycott. Je ne sais pas si le CAR est présent, ou le CAR avec le groupe Choboué, qui représente également un courant politique, s'ils étaient présents. C'est une manière de dire, oui, nous sommes là, mais on ne vous invite pas. Et je ne sais pas jusqu'à quel moment cette exclusion peut durer et à qui cela pourrait profiter. Il faudrait que ça cesse, tout simplement. On a encore moins d'une dizaine de minutes pour finir cette émission. On va dire un mot sur les drames de l'immigration, André Afan, qui se joue maintenant. C'est quotidien. Aujourd'hui, on voit presque tous les jours, quand on suit les informations, des centaines de personnes qui meurent en mer, cherchant à gagner l'Europe, etc. Est-ce qu'on est en train de vivre là? Qu'est-ce que ça présage pour l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans cela? Alors, avant, vous permettez que je puisse partager avec nos compatriotes une idée que nous véhiculons depuis un moment, c'est que nous avons, depuis que les résultats de la présidentielle ont été proclamés, pris le programme d'action du chef de l'État, où il dit clairement « je m'engage à, je m'engage à, je m'engage à ». Ensuite, nous avons vu le Premier ministre qui a, devant l'Assemblée nationale, annoncé des bonnes intentions. Donc, nous avons déjà commencé par comparer les deux, et les discours du Premier ministre et l'engagement du chef de l'État. D'ici les mois qui vont venir, nous allons publier à intervalles réguliers des documents d'évaluation de la mise en œuvre de ces engagements-là. Parce que voyez-vous, lorsque quelqu'un vous dit « je vais vous amener à Palimé à 14 h » et qu'à 13h30, vous êtes encore à Lomé, ça veut dire qu'il y a un problème. Ou que vous vous retrouvez en train d'aller à Aného, vous devez alerter la personne pour dire « s'il te plaît, tu m'as annoncé qu'on allait à Palimé ». Le chef de l'État a pris des engagements, il a été élu. Donc j'invite simplement les Togolais à tout faire pour trouver ce document portant engagement du chef de l'État. Nous pouvons le mettre à leur disposition. Sinon, effectivement, on se retrouvera en 2020 avec le statu quo dans certains domaines et on s'emploiera simplement à nous montrer que des routes ont été construites, que le Provorat et les FNFI, et que nous devons continuer par faire confiance aux mêmes personnes pour gouverner le pays. En termes d'indicateurs, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est pour nous tous. Maintenant, pour en revenir, d'ailleurs, il y a un lien. Pour en revenir au drame de l'immigration, je pense que ces drames, pour ce qui concerne l'Afrique, parce que les guerres en Syrie et dans les autres pays, effectivement, font que l'Europe, aujourd'hui, ne peut pas continuer par penser qu'eux, ils peuvent être heureux seuls dans le monde. L'immigration, c'est un phénomène, la migration, pardon, c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire que par définition, toute personne qui habite aujourd'hui chez moi au village aspire à un moment ou à un autre à venir à Lomé. Ensuite, c'est ce qu'on appelle l'exode rural. Ensuite, les gens aspirent à aller à l'étranger pour mieux vivre. Ce qui est important, c'est que nous puissions, nous Togolais, mettre en valeur le fait que depuis le Togo, on peut réussir. Le monde a changé depuis... Vous croyez ça? Oui, je dis... C'est important que les conditions au niveau de la gouvernance soient créées. On n'a pas le temps, sinon on aurait démontré effectivement que beaucoup de Togolais quittent la diaspora, ils viennent s'installer ici. Après, ils sont découragés parce qu'on leur dit il faut appartenir à ça, ça, sinon tu n'as aucun marché. Et donc, ils ne s'en sortent pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en réalité, ce problème de l'immigration est devenu un problème global. Où se mêle à ça, pour ce qui concerne l'aspect africain, c'est que depuis que le régime libyen a été démantelé, au nom de quoi? Sarkozy nous a dit les Libyens ne sont pas heureux. Il a décrété qu'il voulait rendre les Libyens heureux. La même ingérence, nous la subissons de la part des Occidentaux aujourd'hui dans nos États. Mais nous ne pouvons y faire face sérieusement que lorsque nous créons de vraies conditions pour la bonne gouvernance. Ça, c'était un peu pour la parenthèse. Donc j'estime que c'est un phénomène assez triste. On a vu un peu cette image-là du petit Syrien qui s'est retrouvé à la plage. C'est un peu triste. Mais moi, je pense que c'est l'Europe qui doit cesser d'être hypocrite.
quand vous voyez un peu au niveau des règles qui régissent le commerce international, quand vous voyez un peu au niveau de ce qu'on appelle l'aide au développement, les statistiques ont montré que pour 100 millions d'aide au développement qui est donné à l'Afrique, en réalité, d'autres mécanismes permettent à l'Europe et aux Occidentaux de piller 300 millions de francs CFA de l'Afrique. Donc, il y a des solutions conjoncturelles qui peuvent être trouvées, à savoir sensibiliser les gens, montrer que là-bas n'est pas la solution, trouver des mécanismes d'accueil des gens et aussi réguler un peu les voies par lesquelles les criminels font partir les gens. Des Togolais partent d'ici, ils vont au Liban et dans d'autres pays. Mais il y a des solutions structurelles qui doivent être trouvées. 1. Nous aider à améliorer la bonne gouvernance. 2. Créer les conditions pour que nos économies puissent prospérer. Et le débat actuel sur la question du franc CFA, j'en parle parce que j'ai suivi ce matin sur RFI le ministre Kakonou Boukpor fait de bons développements. J'ai été heureux de constater que le président tchadien le suit. Donc, jusqu'à quel point nos chefs d'État peuvent être courageux pour qu'au niveau macro, les conditions soient créées pour que nos pays aussi attirent des gens. C'est ça le vrai débat. J'espère que nos chefs d'État en sont conscients, qu'ils ne vont pas simplement se réunir pour dire « Oh, les gens sont en train de mourir, il faut les sensibiliser, il faut les éduquer. » D'ailleurs, Kakonou Boukpor déplorait le fait que les chefs d'État ne se retrouvent pas trop souvent. Se retrouvent pour de l'Union je pense fois par an, alors que Angela Merkel et Sarkozy, l'a dit, sont 18 fois en 2012. Pour la méga sur la question de l'immigration. Non, je crois que c'est une question qui interpelle tout le monde et il faudrait tout simplement créer les conditions de prospérité sur place, rendre nos pays compétitifs. Et je donne un exemple. Je discutais aujourd'hui même avec une jeune qui venait d'avoir son bac technique. G3, je dis G3, tu fais quoi? Il dit c'est commerce. Je dis commerce appliqué à quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vendre à des mères ou accompagner les nanas au marché. Quelle idée tu as concrètement? J'ai comme l'impression qu'elle n'a aucune idée. Et je dis, mais regarde du nord au sud. Prenons nos hôtels. Quand tu arrives, tu sens qu'ils ne sont pas accueillants. C'est comme s'il n'y a aucun agent commercial dans nos hôtels. Tu arrives, tu manques de tout. Tu manques du minimum. Alors que l'hôtel demande que tu puisses arriver main nue et t'en sortir. Et pourtant, ils font de l'argent tous les jours. Est-ce que tu peux développer une idée tout simplement? Elle m'a posé la question de savoir, mais où trouver de l'argent pour faire? Je dis, il semble que c'est à partir de cet instant que tu arrives. Parce que pour engager dans toutes les villes, par exemple des agents commerciaux, pour commencer, il faut, lorsque le contrat est signé, avoir au moins 6 mois de moratoire. Et durant les 6 mois, il faut avoir un appui pour pouvoir le faire. Si elle demandait main nue 5 millions simplement pour pouvoir appuyer son idée, est-ce qu'elle peut l'obtenir? Je crois que c'est non. Est-ce que si elle approchait les pouvoirs publics, est-ce que le secteur du tourisme est un secteur prioritaire aujourd'hui pour l'État? Je crois que c'est non. Et donc, vous savez, il faut créer les conditions. Et ça fait que au Togo, comme dans d'autres pays africains, l'idée n'est plus la matière première forte. Parce que tout simplement, les gens croient que, et pas croire, au-delà de l'idée, il n'y a pas des facteurs qui peuvent accompagner pour que nos sociétés soient transformées. Je crois que pour mettre fin à la question d'immigration, il faut rendre nos pays attractifs. Pour les rendre attractifs, il faut créer les conditions d'une économie compétitive et qu'à travers cette économie compétitive, les gens se sentent à l'aise chez eux. Et l'État a la responsabilité de créer ces conditions depuis le circuit de formation, depuis le circuit de financement et depuis les circuits, les débouchés de commercialisation et qu'on puisse créer une condition qui permet à nos économies et également aux concitoyens de pouvoir trouver ce qu'ils peuvent faire ici. Si tel n'est pas le cas, je crois que les immigrés économiques seront davantage nombreux et que même si les guerres cessent ailleurs, elles peuvent encore renaître par endroits et surtout chez nous où nous ne les vivons pas aujourd'hui. Parce que, à mon avis, la pauvreté est le premier facteur de frustration et la frustration crée la violence et la violence donne ce que nous observons aujourd'hui. Nous aurons tout le temps de revenir sur cette question de l'immigration dans cette émission et sur l'actualité. Paul Amegako, directeur exécutif de la concertation nationale de la société civile, et André Kagny Afanou, directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo. Vous étiez mes deux invités, messieurs. Merci d'être venus dans cette émission.
Merci, on n'a pas le temps pour un mot de fin, mais je voudrais dire que ce que nous avons dit, ce ne sont que nos avis. Si à un moment donné, on a pu avoir choqué quelqu'un, on a insulté personne. Ça fait aussi partie de la démocratie. Voilà, c'est important que nos compatriotes intègrent le fait que nous ne sommes pas obligés de penser comme eux, qui sont actuellement au salon en train de nous suivre. Ce n'est que notre avis, ils peuvent avoir des avis contradictoires. Et je crois qu'il faut multiplier, je prie pour ça, les espaces de débat contradictoires sur la TVT essentiellement et sur vos médias en particulier. En tout cas, nous, cet espace, par exemple, est ouvert pour les débats contradictoires, pour peu qu'ils veuillent accepter l'invitation, parce qu'on ne peut pas aussi les obliger. Apprécié d'ailleurs. On ne peut pas les obliger à venir s'ils ne veulent pas venir se donner des coups de poing. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à l'équipe de la réalisation. Je vous retrouve le dimanche prochain.